Europe 1. Des clics et des claques. Bonsoir à tous, c'est Europe 1 et c'est des clics et des claques. Et revoilà Robert Ménard, c'est le premier sujet ce soir. L'ancien reporter l'ancien reporter sans frontières, viré, on le sait, de la télé et de la radio, lance Boulevard Voltaire, un site d'internet d'infos. Certains disent un Mediapart de droite. Ménard parle d'un cercle des empêcheurs de tourner en rond, une trentaine d'éditorialistes bénévoles. Robert Ménard est en ligne ce soir dans DCDC et Dominique Jamais, qui est aussi de la partie, est avec nous en studio. Nos sentinelles du web sont là. Guy Birenbaum, que je salue. Je salue moi-même tout le monde. David Abiker, bonsoir. Salut à vous Bérangère, salut les copains. Et Lise Pressac avec vos messages. Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Pour participer, vous nous envoyez vos messages sur Twitter, sur Facebook et sur europe1.fr. En salle, d'abord, pour commencer, notre première tête à clic est philosophe, au cœur de toutes les polémiques qui passent, beaucoup en tout cas. Il publie Rendre la raison populaire chez Autrement. Il s'appelle Michel Onfray, mais il n'est pas encore là. Il le sera dans un instant et c'est donc Dominique Jamais que j'accueille tout de suite. Europe 1. Des clics et des claques. Parce que lui, il est là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, je précise que Michel Onfray a une petite excuse. Un petit retard. Voilà, un petit retard. Il y a d'autres activités médiatiques. On va dire ça comme ça. Je salue aussi Robert Ménard qui est en ligne de Géorgie. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Depuis quelle heure chez vous? Non, c'est le soir. Il est 2 heures de plus. Ah, d'accord. Bon, alors on va dire bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne. Je vais m'adresser à Dominique Jamais qui est devant moi et je vais lui demander, c'est la tradition, le mot de l'actu du jour. Pour moi, c'est référendum. C'est un mot en creux. Je regrette l'absence d'un référendum. 18 ans après que la France a abdiqué sa souveraineté monétaire, elle va abandonner sa souveraineté en matière de budget. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que le Parlement, qui s'apprête à voter avec enthousiasme, comme un seul homme pour ainsi dire, ce traité budgétaire européen, abandonne ainsi, sacrifie l'une de ses prérogatives essentielles. La raison même pour laquelle a été créé un Parlement, c'est de contrôler le budget de la nation. Et le Parlement y renonce, enfin partiellement, mais il renonce joyeusement. Et je suis pas sûr que la joie soit partagée par l'ensemble du pays, parce qu'il ne me paraîtrait pas tout à fait anormal, devant un traité qui a de telles conséquences, qui a une telle importance, que les citoyens soient sollicités. Et c'est pourquoi je regrette l'absence du référendum. C'est complet, voilà. C'est une position qui est partagée par beaucoup de monde sur différents secteurs de l'échiquier politique. C'est pas une position de droite. On sait qu'il y a des écologistes, on sait qu'il y a même des membres du Parti socialiste qui la partagent et même au gouvernement. Alors c'est dire, référendum. Alors l'actu sur le web, les vidéos en tout cas, qui ont fait le tour de la planète web aujourd'hui, vous les avez ratées. On vous les met de côté. On part aux États-Unis, 3 vidéos américaines aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas parlé des élections de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien, figurez-vous que le site Slate.com a décidé de raconter la campagne d'une façon un peu particulière, à la façon du jeu vidéo Mortal Kombat. Ça va peut-être dire quelque chose à certains, à Lise, manifestement. Oui. Entre autres, premier épisode donc qui retrace les primaires républicaines à Obamaville et ça cartonne. Political Combat 12. Elect your champion, Paul Obama. Voilà, donc vous allez vite promener en petit personnage évidemment de jeux vidéo qui affronte Rick Santorum ou Herman Cain et donc chacun a ses armes un peu particulières emmenées à son argent. Rick Santorum qui est connu entre autres pour son goût contestable pour les gilets en laine en fil comme ça, un gilet qui lui tombe du ciel. Pardon ? Il est bordeaux. Il est magnifique. C'est infâme. Bon, et puis donc ça castagne quoi, ramener et essayer de l'immobiliser. C'est assez rigolo. C'est un grand moment. Mais, alors moi, on ne peut pas agir, hein, c'est une vidéo que vous pouvez visionner. Oui, on regarde, à moins qu'on donne des coups dans l'ordinateur, dans l'écran. Alors, deuxième vidéo, on reste aux États-Unis pour faire connaissance avec l'homme lézard. Je sens que ça plaît à David Abiker. Il s'appelle Eric, ce cher homme lézard, et il se décrit lui-même comme une bête de foire professionnelle, et donc son corps est tatoué des pieds à la tête, ses dents sont taillées en pointe, sa langue coupée en 2 petites pointes, comme les reptiles, et il explique en fait que, on va l'écouter, tiens.
Voilà ce qu'il dit. Il suffit que je sorte de chez moi et que je marche dans la rue pour insuffler une dose de surréalisme dans la vie des gens. Rien que ça. Imaginez un type dans sa voiture qui fait le même trajet pour aller au boulot tous les matins. Un jour, il me tombe dessus. Eh ben, il a un accident. Oui, non. Il rentre dans le mur. C'est probable et ça le sort de son quotidien. C'est Ça, ce que c'est dit, sûr, ça, c'est c'est ce sûr, que dit parce que Eric. ça, Et ça vous donne pas C'est tort. effrayant. Mais c'est est-ce horrible. qu'il se nourrit de mouches? Ça, on n'a pas vu. Il précise pas ça. Il a pas dit. Est-ce qu'il se met au soleil pour paresser et lézarder? Arrête-toi parce que tu sais que les lézards ont une particularité mais David n'a pas vu la j'aimerais vidéo. que tu Il faut ne parles qu'il- pas qui concerne Il leur faut que David aille voir la appendice vidéo et je pense qu'il C'est plaisantera. vrai, le lézard remet bien la queue. Voilà. Non, quand elle est coupée, elle repousse. En tout cas, Eric se veut un artiste, n'est-ce pas, capable de changer la vie des autres, et on est ravis pour lui. Oui, vraiment. Allez, la troisième vidéo qui buzz. Cette fois, la star est un animal, un vrai, un gros nounours, un ours brun, filmé par un type qui parle d'ailleurs à l'ours pour commencer. Ça, c'est qui lui demande, ouais, je voudrais bien retourner à mon bureau. Il se trouve que l'ours est sur les escaliers devant sa maison. Et ce qu'on entend hurler là, c'est sa femme. Oui. Et avec une efficacité assez incroyable, Oui. elle fait fuir la bête. Et j'y crois Et pas deux Guy, il n'y secondes. croit pas 2 secondes. Non. Mais moi, en la re-regardant, Guy, je pense sincèrement, il demande à la bête de bouger. Bon, Oui. c'est un peu particulier, certes. Oui, c'est et- étrange. Et sa femme surgit parce Oui, qu'elle l'entend bien sûr. crier. Et là, très naturellement, elle envoie l'ours paître, comme ça. C'est Oui, parce bah, que écoutez, vous avez jamais j'ai jamais chassé d'ours. affronté non, un jamais. ours. Jamais. Ça mériterait d'essayer Il y a des femmes courageuses. aussi. Oui, C'était le mot de la fin pour les vidéos. Allez, on attaque dans... exactement. Et des ours poltrons, c'est vrai. Il était mignon, cela dit. Hein. Oui, enfin, il est un peu costaud, quoi. Oui. C'est un gros ours. Bon, et puis il est parti. Tout va bien. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant pour notre grande conversation sur Boulevard Voltaire. Des clics et des claques sur Europe 1. Bérangère Bonte. Nous sommes avec Dominique Jamais, avec Robert Ménard au téléphone. On attend d'un instant à l'autre Michel Onfray qui va franchir la porte de ce studio et on vous le signalera dès que ce sera fait. D'abord Guy, Oui. un mot donc sur, ou plusieurs mots même, Oui. sur donc ce site Boulevard Voltaire qui a démarré hier. Oui, donc nouveau site qu'on peut situer pour les auditeurs qui sont un peu internautes, on va dire quelque part entre un site plutôt de droite qui existe déjà, qui s'appelle Atlantico, et puis très à l'extrême droite, on sait qu'il existe un forum bien connu qui s'appelle F de Souche. Alors il y a un espace politique qui est un espace à prendre, qui est un espace, alors certains disent un Mediapart de droite, on voit bien que ça s'appelle Boulevard, c'est un clin d'œil à rue 89. On voit que ça s'appelle Voltaire, ça rappelle aussi le réseau Voltaire. Bah, vous me dites non, mais je vous dis oui. Enfin, nous, on y a Il tous va répondre pensé. après. Mais vous allez me répondre après. Et puis, on est là dans un espace qui est réservé aux empêcheurs de penser en rond et non pas de tourner en rond. Et où on va lire des tribunes. Et on lit déjà des tribunes extrêmement engagées, polémiques, sur tous les sujets. David ? J'ajoute qu'on a oublié dans cet espace de l'information sur Internet à droite, plutôt, c'est Causeur. Bien sûr. Causeur est sur un positionnement, Un le peu site parallèle. d'Elisabeth Lévy, qui est très proche de Boulevard Voltaire. David a tout à fait raison de réparer mon oubli. Alors, on reprend dans l'ordre, Dominique Jamais. Boulevard, rue 89, ça vous va ? Oui, Le clin d'œil. absolument. Bon, C'est un clin d'œil à rue 89. d'accord. Voltaire et le réseau Voltaire de Thierry Messant, non ? Oh non, absolument pas. Non, on a pensé à Voltaire, on n'a pas pensé à Messant. Je suis désolé pour Messant, mais enfin, il n'est pas le propriétaire du nom de Voltaire. Heureusement. Et Voltaire m'a paru une invocation sous laquelle pouvait se placer ce réseau. Nous avons pensé aussi à Noam Chomsky, vous savez, le libertaire américain, Oui. ou à Philippe Muret, ce grand polémiste dont on a Décédé découvert la malheureusement. grandeur une fois qu'il est mort, alors qu'on l'a nié de son vivant. Mais Voltaire était plus connu, plus universel, et c'est la raison pour laquelle, donc, ça s'appelle Boulevard Voltaire. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà reçu quelques courriers disant ce que je trouve stupéfiant, mais enfin, passons. Voltaire, mais comment pouvez-vous vous mettre sous le patronage de quelqu'un d'aussi intolérant? Il n'était pas intolérant, Voltaire, il était combatif, il était polémique, il était dur, il y allait, il était acharné, mais contre l'intolérance, contre le fanatisme, contre le sectarisme. Et c'est pour cela que nous nous sommes placés sous le signe de Voltaire. Mais David ? ne vous étonnez pas de recevoir des courriers et des courriels, parce que ça va être votre lot quotidien maintenant. Il va falloir répondre aux commentaires. Ils vont vous harceler, les internautes. Il y a deux possibilités entre lesquelles nous hésitons. C'est ne pas répondre et laisser se développer le courrier et souvent les messages que s'adressent les gens qui
au début s'adressent à la station ou au site et qui ensuite dialoguent entre eux, ou alors répondre, mais ça engage. Ça va loin, c'est toute la journée, c'est un plein temps. Il y en a beaucoup là déjà ? Écoutez, pour une première journée, ça fait 24 heures, 30 heures maintenant que le site est lancé, et nous avons reçu 3500 visiteurs, ce qui me paraît honorable. Et des messages ? Alors il y a des messages, justement, j'ai une question à vous poser, ça tombe très bien qu'on évoque ça, et on peut la poser à Robert Ménard. Il y a un vrai... Qui nous écoute depuis, et on le remercie, depuis la Géorgie. Donc peut-être Robert Ménard pourra répondre. Il y a toujours un problème qui concerne absolument tous les sites, qui est le problème de la modération des commentaires. Oui. Et déjà, par exemple, sous votre tribune, Dominique Jamais, il y a 3-4 commentaires qui commencent à s'afficher, et il y a évidemment forcément déjà un commentaire, c'est pas forcément obligé de le citer, qui pose une question en termes de modération. Alors, je vais le citer. Les Arabes ont chassé les Roms à Marseille. Charles Martel avait bien chassé les Arabes à Poitiers. Ça vous laissez ou il y a de la modération qui va enlever ? Je vais vous dire. C'était hier à 12h17. Je vais vous dire. Une caractéristique de ce site, ça n'est pas la seule, mais elle est originale, c'est que nous sommes pauvres. En d'autres termes, on peut s'interroger sur le positionnement politique du site, on pourra en reparler, mais on ne peut pas s'interroger sur quelque chose qui souvent est derrière les sites. Mais qui est derrière ce site ? Qui le finance ? Est-ce qu'il n'est pas au service de tel ou tel ? Il n'y a personne. Nous sommes pauvres et il n'y a pas un sou. C'est sur la base de l'engagement et du bénévolat que nous avons démarré. Et donc, engager un modérateur, parce que c'est un vrai métier à temps plein, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore envisagé. Dominique Jamais, la loi vous fait obligation. Vous savez que si jamais il y a des plaintes, c'est vous qui serez responsable. Oui, c'est une loi... elle est énorme. Je ne vous dis pas qu'elle est bonne, je vous dis que c'est la loi absurde, mais je respecte profondément la loi. Alors, on va poser quand même la question à Robert Ménard. Sur la modération, au-delà du manque de moyens qu'évoque Dominique Jamais, vous assumez notamment le message que vient de lire Guy et qui figure 24 heures plus tard toujours sur le site. Je l'assume pas, le mot est pas le bon. Assumer sa présence sur le site. En écrivant des choses sur ces terrains-là, oui, on modérera pas comme vous l'entendez, de la même façon que moi j'ai toujours été, par exemple, à la radio pour que les gens puissent s'exprimer. C'est de temps en temps des horreurs, mais c'est beaucoup d'horreurs sur Internet, mais Dieu merci, il n'y a pas que des horreurs. Bien sûr. Ensuite, nos réponses, ce ne sera pas des réponses au cas par cas, ce sera ce qu'on pourra lire sous nos signatures de, pour l'instant, la trentaine d'éditorialistes qui sont là, j'espère beaucoup plus. Je voudrais juste, Dominique, si je peux me permettre une rectification, c'est pas 3500 en 30 c'est 35 000. heures, c'est 35 000. C'est bien ce que je pensais, ça me semblait très peu, oui. Mon Dieu. J'osais pas dire que ça me semblait peu parce que je suis bien élevé. J'ai oublié un zéro. Voilà. C'est rectifié, 35 000, avec un objectif qui est 100 000 visiteurs uniques assez rapidement. Ça veut dire quoi, assez rapidement ? Assez rapidement, nous en sommes au 2e jour. Il y a un renouvellement constant des articles et des collaborateurs. Apparemment, malgré tel ou tel commentaire, il y a un intérêt, il y a une vie, une effervescence autour de ce site. Je ne peux pas vous dire, ça ne dépend pas de moi, c'est un souhait, c'est un vœu. J'espère que d'ici un mois, nous serons dans ces eaux-là, oui. Alors, n'hésitez pas, pendant que vous nous écoutez, à aller jeter un œil sur ce site et donnez-nous votre avis sur Twitter, sur Facebook, sur Europe1.fr. Robert Ménard, sur le positionnement politique, on dit Mediapart de droite, vous dites, alors vous avez votre formule cercle des empêcheurs de tourner en rond. Vous êtes où ? De penser en rond, pardon. Vous êtes où ? Je ne suis pas sur ce terrain-là. Est-ce que Michel Cardoz est à droite ? Est-ce que Gérald Dahan est à droite ? Je ne crois pas. Je veux dire, c'est pas ça qui nous réunit, c'est pas une approche politique, c'est un goût de la liberté, c'est un goût ou si vous voulez, d'une autre façon, une horreur des chemins balisés. On aime les chemins de traverse, on aime les polémiques, oui, on aime les débats. On n'est pas d'accord les uns avec les autres. Je sais pas, Mano Deva, qui est chroniqueuse plutôt, sur France Inter, elle fait un truc contre la corrida. Je suis un fou de corrida. Je vais lui répondre sur le site. Il y a plein de gens qui ont débattu de ça. On n'est pas sur une approche politique. Ça, en tout cas. Oui, mais c'est pas sur ce sujet-là, Robert Ménard. Pas
Dominique en disant ça. Moi, c'est pas mon souci, la politique. Mon souci, c'est de parler vrai. Mon souci, c'est d'ouvrir ce site, qu'on ouvre ce site à des gens qui souvent ont du mal à s'exprimer dans les médias traditionnels parce que leurs points de vue sont à droite ou à gauche, minoritaires et tout. Et puis de toute façon, on aime aussi les points de vue majoritaires. On aime le débat, mais on aime le débat pas qu'on choisit, pas avec des œillères, pas avec des tabous, pas avec des exclusions. Je ne crois pas que ce soit une approche politique, c'est juste une approche, libertaire, je dirais. Tiens. Allez, vous aimez le débat, on en débat juste après la petite pause là. Europe 1, 20h, 22h30. Des clics et des claques. La liberté, longtemps je Florian qui est fan de Georges Moustaki. Je crois que c'est un peu moi qui ai sorti Ma Liberté. Ça collait, quoi. Ouais, ça collait. Voilà. Allez, je salue l'arrivée de Michel Onfray. Bonsoir. Bonsoir. Et on est ravis de vous accueillir. Gentil, merci. On parle, figurez-vous, de Boulevard Voltaire. Vous avez eu le temps d'y jeter un œil. Le site internet lancé par Dominique Jamais qui est là et Robert Ménard qui est au téléphone. Je ne sais pas si hier, ça date d'hier. Si non, vous avez eu le temps. temps. Pas eu le temps de jeter un coup d'œil, non. Vous n'avez pas eu le temps. Bon, on débattait de ce positionnement. David. Question à Robert Ménard. Robert, comment vous allez vous distinguer par exemple d'un site comme Causeur, animé par Elisabeth Lévy, qui a l'habitude, elle aussi, de dresser des ponts entre les opinions, les bords politiques, et sans tabou pour aucun débat? Écoutez, moi, j'ai pas envie de me positionner par rapport à elle. J'adore ce que fait Elisabeth Lévy. On n'a pas envie de se démarquer. J'aimerais avoir le talent d'Elisabeth Lévy. Je trouve que Causeur, c'est à coup sûr le meilleur mensuel qui est en France, où on voit effectivement des points de vue très 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 différents. On est dans la même veine. Vous avez eu raison de souligner la parenté avec Causeur. Simplement, Causeur, c'est une équipe qui est réunie autour d'Elisabeth avec des liens d'amitié qui en fait la force et le talent. Nous, on est beaucoup plus ouverts à des gens beaucoup plus différents, et surtout, on va s'ouvrir au fur et à mesure, parce que depuis, en 24 heures, il y a des gens qui nous ont proposé de nous rejoindre, on a lu ce qu'ils font, ça nous intéresse et tout. Donc, ce sera moins une équipe commando que des gens qui avancent en s'élargissant, en acceptant d'autres gens différents. Mais être comparé à Causeur, je trouve ça élogieux. On peut savoir qui s'est manifesté depuis 24 heures, là, qui sont les nouveaux? Un certain nombre de gens que vous lirez, des gens que vous ne connaissez pas, dont on a lu les papiers avec intérêt, vous les verrez dans les prochains jours, des gens qui ont écrit des choses qui nous ont intéressés, qui nous ont fait rire, qui nous ont surprises, et dont on a envie de vous faire partager le plaisir qu'on a eu à les lire. Vous verrez, il y aura plein de gens. Au départ, on était beaucoup moins nombreux que ça. Je sais pas, je pense à Thomas Dubois, vous savez, c'est ce qui a le mieux marché sur le site, il a fait un truc, je suis sorti avec un électeur du Front National qui est une parodie et tout ça, et on a trouvé ça rigolo, on l'avait lu, il me l'avait envoyé, je l'avais lu, je trouve que c'est bien, mais moi Thomas Dubois, je le connais pas plus que ça, sauf qu'il a du talent. Alors le talent, c'est ce qui va primer au fond. Question de Guy Biano. Pardon de parler des choses qui fâchent, mais économiquement parlant, le modèle économique qui est derrière, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on sait bien qu'il y a tout sur Internet. Alors comment vous allez tenir? Est-ce que vous allez payer les gens un jour ou pas? Est-ce que vous avez un modèle ou pas du tout? C'est juste un ballon d'essai comme ça? Robert Ménard? C'est adressé à Dominique ou à moi? Ça s'adresse à vous. Qui veut? Robert Ménard, allez-y. Oui, le modèle économique, c'est qu'il n'y en a pas pour l'instant. Voilà, c'est bien ça. On s'est dit, et qu'est-ce qu'on fait? On cherche de l'argent pendant 25 ans autour d'une idée comme ça, et on attend 25 ans où on se lance en se disant que on va attirer un certain nombre de gens. On espère attirer un certain nombre de gens. D'ailleurs, vous verrez que dans les prochaines semaines, on va lancer une souscription, et voilà, une souscription publique. On va dire aux gens, vous nous aimez et aidez-nous à faire vivre ce site. Simplement, plutôt que de lancer une souscription pour faire un site, on a inversé la machine, si j'ose dire. On a mis en place le site. On va dire aux gens, vous jugez, vous voyez, vous aimez. Si vous voulez qu'on continue
devenus comme ça, il faut absolument que vous nous aidiez. Ouais, vous avez raison, on peut pas demander éternellement à un certain nombre de gens d'écrire gratuit, bénévolement. Mais regardez, j'en profite, il y a Michel Onfray. Michel Onfray, il faut nous rejoindre pour écrire de temps en temps gratuitement. Pour le moment, il se marre. Et justement, moi j'ai une question pour Michel Onfray. Ce site est ouvert par Robert Ménard, une galaxie d'auteurs qu'il réunit avec lui et pas autour de lui, mais des gens qui ont pour point commun de dire souvent qu'il y a un débat impossible en France, qu'il y a un débat escamoté. Est-ce que vous, Michel Onfray, vous avez le même sentiment sur le débat français? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est capté par des gens qui ne veulent parler que d'un sujet, qui ne veulent pas parler de référendum, qui ne veulent pas parler d'immigration? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que le débat est libre et que ça suffit comme ça? Je me fais assez insulter depuis des années pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de débat. Il y a de l'insulte, on traite les gens de nazis, de fascistes, de pédophiles, de type d'extrême droite, d'islamophobes en permanence, si on ne récite pas le catéchisme qu'il faut réciter aujourd'hui. Donc le débat, moi je suis pour. On peut dire que Freud a inventé des cas, par exemple, sans être forcément quelqu'un qui restaure des idées d'extrême droite. Ou on peut travailler avec une mairie à Aix-en-Provence pour faire un musée Camus sans forcément restaurer l'OAS et être un nostalgique de l'Algérie française. Donc comme j'ai régulièrement droit à ça, je sais qu'il faut des hommes libres, comme Dominique Jamais, comme Robert Ménard, qui sont des gens avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais qui disent parfois de temps en temps des choses de bon sens qu'on n'entend pas forcément dans la presse qui tient le haut du pavé. Il y a des questions et des messages. Oui, on s'inquiète surtout du fait que justement, si des débats naissent sur ce site, comment on fait s'il y a vraiment personne pour modérer les commentaires? Ça peut vite devenir l'anarchie, se dit Johan. Et il y a Carole qui ne voit pas très bien ce que va apporter de plus ce site, vu qu'il y a déjà Causeur, vu qu'on en a déjà parlé, sans compter qu'il ne compte pas vraiment répondre aux internautes qui réagissent. Ils sont plutôt sur le fait d'interagir. Sur la modération, vous avez répondu, mais sur la deuxième... Je n'ai pas répondu assez clairement. Notre premier souci n'est pas les courriers que nous allons recevoir et donc les problèmes que posera le fait de modérer ou de pas modérer. Notre premier souci, pour être clair et essayer de le synthétiser s'il me reste 30 secondes, c'est le suivant. Il y a eu pendant des années et des années un éventail de la presse qui représentait toutes les opinions, qui était très ouvert. Il y avait beaucoup de titres de journaux, de quotidiens notamment, et de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'ensemble du spectre politique était couvert et balayé. Ça n'est plus le cas. La presse écrite se réduit comme une peau de chagrin. Il est normal que les sites web prennent son relais. Et nous allons contribuer à rouvrir l'éventail sur l'Internet. Et s'il faut donner une référence, outre celle de Voltaire, qui est une invocation, mais qui dit bien, à mon avis, ce qu'elle veut dire. Bon. Enfin, dans mon esprit en tout cas. Il y a un journal dont les plus anciens se souviennent peut-être, et que les plus jeunes connaissent comme un mythe, comme une référence mythique, c'est Combat. Combat était un journal qui a vécu et quelque temps prospéré, mais qui en tout cas a vécu sur l'idée qu'on peut avoir sur la colonne de gauche une opinion et sur la colonne d'à côté une autre opinion, et que c'est ça le débat, et que c'est ça la vie sociale, la vie politique, la vie de la presse. C'est quelque chose qui a complètement disparu dans les journaux que je ne nommerai pas, dans les quotidiens qui existent encore aujourd'hui. Et pas sur l'Internet. On voit bien que, pas assez, on voit bien que dans les quotidiens tels qu'ils existent aujourd'hui, toute la force du journal, toutes les forces vives du journal sont mises au service d'une idéologie, de la même, que tout le monde va dans le même sens, pousse ou tire dans le même sens, sous l'égide d'un propriétaire. Nous n'avons pas de propriétaire, nous sommes des hommes libres, nous essaierons d'en rassembler le maximum, qu'ils viennent de gauche ou qu'ils viennent de droite, pour reciviliser les gens, contribuer autant que faire se pourra à reciviliser les gens et à leur redonner le sens du débat. On n'en a pas beaucoup parlé, il faut qu'on conclue, mais oui. Il y a une catégorie de population qui n'est pas très représentée dans votre éventail de 30 éditorialistes, pour l'instant, si je peux me permettre, sont les femmes. On me l'a déjà dit hier, et j'ai dit à la personne qui me le disait, mais venez donc. Je vous dis la même chose. Ça n'est pas du tout un ostracisme. Il y en a 3 ou 4, je crois, sur la trentaine. Oui, il y en a 3 ou 4 pour l'instant. Vous ne l'avez pas trouvé? Vous n'avez pas sollicité? Le site existe depuis hier. C'est très gentil de m'inviter pour en parler. 27 et 3. Oui, mais attendez, on n'est pas... de la même manière que le premier problème qui a attiré notre attention n'est pas celui du modérateur, mais ce que nous dirons, de la même manière, notre premier souci n'a pas été celui des quotas. Il s'agissait de trouver des gens qui sont des esprits libres et qui acceptent de participer à cette entreprise. Nous étofferons notre équipe. Nous démarrons sans argent, sans un sou, je le répète pour l'instant, avec une trentaine d'éditorialistes. Notre vœu, notre désir, c'est d'étoffer l'équipe. C'est d'arriver à 50, à 60. C'est de prendre des gens qui ont du talent et qui aiment la liberté.
Je pense qu'il y a des femmes parmi eux. bvoltaire.fr. Écoutez, je le souhaite, je le pense, je le veux, comme dirait le général. Allez, petite pause, merci. Non, mais c'était comme ça. Non, c'est une crise historique. Oui, merci Robert Ménard. Et on attaque notre grand déballage. Sur Europe 1. Bérangère Bonte. Michel Onfray, on laisse partir. Merci beaucoup encore Dominique Jamais. Michel Onfray, on arrive dans la séquence de cette émission qu'on appelle nous ici le grand déballage, qui consiste à se pencher sur votre empreinte numérique, taper de façon un peu traditionnelle votre nom dans une barre de recherche, ce qui nous donne les recherches les plus fréquentes dans l'ordre Michel Onfray Freud, Michel Onfray France Culture, Michel Onfray Podcast 2012 et Michel Onfray Blog. Après ça, on n'apprend pas grand-chose, faut bien le reconnaître. Cela étant, vous êtes extrêmement présent sur le web. On a par ailleurs une société Synthesio, qui est un organisme qui fait des petits calculs pour nous sur la présence de nos invités, qui a compté un peu plus de 2000 citations sur le web en 3 mois, ce qui est beaucoup si je compare ça aux invités des jours et des semaines précédentes. Vous avez toute la panoplie du blog, le site, Facebook, Twitter, vous avez tout ça. Et pourtant, je sais que vous êtes extrêmement critique au sujet du web. Alors, on va rentrer dans le détail peut-être avec David. Moi, je vais lire du Michel Onfray, qui avait publié dans Le Monde il y a 3-4 ans une tribune où il répondait à des attaques d'internautes. Les internautes, d'ailleurs, qui s'étaient ensuite sentis visés par ce qu'il avait écrit. Alors, j'ouvre les guillemets. C'était un texte très virulent et comme... quand c'est virulent, c'est bon, on ne va pas gâcher notre plaisir. Jadis, dans les latrines, on pouvait lire sur les murs des graffitis dans lesquels s'exprimait toute la misère sexuelle du monde. Pas besoin d'une sociologie très appuyée pour saisir ce qui travaille l'âme du quidam au moment de sacrifier aux nécessités des sphincters. On se vide, on se lâche, on éclabousse avec les remugles de son animalité et l'on grave ses cogitations dans le marbre d'une porte en bois. On a les rostres qu'on peut. Aujourd'hui, cette fonction a quitté les toilettes publiques, désormais entretenues comme un bloc opératoire pour rejoindre des lieux guère plus recommandables, les commentaires postés au pied des articles sur les sites internet. Si Freud était là, il vous reprocherait peut-être ses références à la scatologie, au sphincter et au stade anal, cher Michel Onfray. Je crois qu'il ne me reprocherait pas que ça. Oui, mais c'est clair. Mais il pourrait me reprocher ça aussi. Mais ceci dit, on a le droit d'être un peu scatologique de temps en temps, sans forcément avoir des problèmes avec son stade anal, stade auquel je ne crois pas d'ailleurs. Alors parlons des problèmes avec les internautes. Oui. Pourquoi cette violence ce jour-là ? Pas ce jour-là, je persiste et signe, je réécrirai la même chose. Parce que il vous suffit de regarder sur Internet comment les choses fonctionnent. Moi, il y a des appels aux crimes me concernant, des appels aux meurtres, des mensonges. Il y a des sites qui hébergent des individus qui appellent à ce qu'on me fasse la peau, qui donnent mon numéro de téléphone portable. Ah non, mais il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Mais vous dites moi. Votre règle est universelle ou elle est individuelle ? Écoutez, si je vous insulte, vous allez voir ce que ça fait personnellement. Non, mais le web n'a pas grand-chose à voir là-dedans, si ce n'est que effectivement c'est un espace d'expression, on va dire. Mais les insultes et les appels au meurtre pourraient venir par courrier, par tout ce qu'on veut. Ça arrive. Écoutez, les menaces de mort, j'en ai eu. Et plus souvent qu'à mon tour, jamais par courrier. Jamais par courrier. Écoutez, moi, les seules attaques antisémites que j'ai reçues, c'est par courrier. Oui. Vous voyez, donc comme quoi c'est... Les anciens, ils savaient écrire et mettre un timbre. Non, c'est très récent. Donc, non, je plaisante. En plus, je pense pas que ce soit un problème générationnel. Est-ce que vous confondez pas l'outil et ses usagers ? Non, parce que si on parle d'autre chose que de moi, et que, par exemple, quand je me prépare un cours sur un philosophe, je vais voir un peu ce qui se dit et ce qui se raconte. C'est assez sidérant de voir ce qui se raconte sur un philosophe quand on commence à travailler un peu en profondeur sur ce sujet-là. C'est-à-dire n'importe qui est susceptible d'ouvrir un blog sur un personnage parce qu'il a envie de faire 3 ou 4 copier-coller sur ce sujet-là. Et si quelqu'un qui est un universitaire qui travaille depuis 30 ans sur le même sujet ouvre aussi son blog, ce sont des blogs qui sont à égalité. C'est-à-dire que le problème sur Internet, c'est pas qu'il n'y aurait que des choses détestables, c'est que les choses détestables et les choses excellentes, car il y a d'excellentes choses sur Internet, sont sur un même niveau et que nous ne disposons pas des moyens de distinguer ça. Vous nous faites du Finkielkraut, là ? Pourquoi pas ? Je veux dire, si Finkielkraut ne dit pas de sauter sur un sujet, je suis ravi, moi, je veux bien penser comme lui. Non, mais ça me paraît, indépendamment de Finkielkraut, ça me paraît être une remarque de bon sens, que de faire savoir que dans un endroit où on voit tout et le contraire de tout, des insultes et des
des blogs très bien faits par des gens passionnés. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui m'expliquait qu'il y avait des jeunes qui faisaient un blog, qui avaient 14-15 ans, qui faisaient un blog de critique littéraire, de lecteurs. Je trouve ça extraordinaire que ça puisse être sur Internet. Mais il faut le savoir, il faut trouver, il faut, etc. Il faut chercher. Il faut chercher, mais il faut savoir chercher. Mais juste, Michel Onfray, on a quand même l'impression que c'est devenu une espèce de prêt-à-penser médiatique chez les intellos parisiens de baver sur Internet systématiquement. Je ne peux pas ouvrir un canard, regarder une émission ou rencontrer quelqu'un sans qu'il y ait ce moment obligé quasiment dans la conversation de dire « Ah ouais, mais Internet, c'est horrible ». Comprenez qu'on soit toujours un peu étonné par ce systématisme. Vous qui n'aimez pas le systématisme, on entend ça tout le temps. Onfray n'est pas parisien. Non, mais parisien au sens large du terme. Mais parce que... Caen, c'est la banlieue de Paris. Non. Dans le Grand Paris, ça va jusqu'au Havre. D'abord, c'est pas Caen, ensuite c'est Argentan, et pour finir, c'est à 200 km. Et je suis moi-même normand, je me chicane. Vous êtes normand le week-end? Non, plus souvent que ça. Non, officiellement. Je me souviens plus de votre question. Sur le... Ah oui, c'est systématique. Oui, mais c'est systématique. Vous avez des gens qui vous expliquent que la Terre est ronde. C'est systématique. Oui. Ça veut dire que de temps en temps, quand les choses sont justes et vraies... Fastoche. Ah non, fastoche. Faites-moi la démonstration que je dis est faux. Je veux pas vous faire la démonstration de ce que vous dites est faux. Parce que vous ne pourrez pas. Non, il y a des moments où il faut s'entendre sur de temps en temps des consensus qui sont des consensus justes, parce que de fait, les intellos parisiens dont je suis, si vous voulez, sont des gens qui sont en but à effectivement toute cette espèce de ressentiment qui fonctionne sur le net, et peut-être qu'effectivement, tous les uns les autres, droite et gauche, Luc Ferry, BHL, quelques autres et moi, on peut effectivement être plus sensible au fonctionnement d'Internet, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'agressivité, beaucoup de... Mais ça, on le comprend. Il y a une espèce d'hystérisation des médias, c'est-à-dire les gens vous reprochent de passer à la télévision et ne se reprochent jamais d'être devant la télévision quand vous y passez. Tout à fait. Parce que si effectivement c'est détestable de s'y trouver... Il ne faut pas la regarder. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait devant sa télévision? Et donc ça déclenche toujours des espèces de vagues d'hystérie, et l'hystérie, elle va toujours directement au clavier. C'est-à-dire, on va voir à la télévision, on a juste envie de lui... Vous savez, il y a ce film, là, La vie est un long fleuve tranquille, les gens crachent sur la télévision. Et bien là, on se précipite sur son clavier, et puis on y va, et puis on dit des choses détestables. On parlait tout à l'heure du débat d'idées, je trouverais très bien que ce soit un forum Internet, et qu'on puisse y dire, je ne suis pas d'accord avec machin bidule à tel. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi, bien sûr. Mais la somme des informations qui procèdent du ressentiment est plus importante que la somme des informations. Je ne sais pas quantifier, moi. Eh ben, sur les 2000 dont vous parliez tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait faire des travaux pratiques et une sociologie à la Bourdieu. Bon, on demandera à Saint-Étienne s'ils peuvent nous faire. Oui, ce serait intéressant. Mais je suis pas sûr. Une étude un peu plus détaillée, effectivement. Je suis pas sûr que ce soit qu'en la défaveur de Michel Onfray. C'est possible. Ah non, je ne dis pas que ça. Non, je dis pas. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est en lisant Rendre la raison populaire, ce petit texte qui explique assez bien ce qu'est l'université populaire. Je lis un passage, page 81, par exemple. Dès lors, chacun dans le groupe qui constitue l'UP, l'université populaire, travaille non pas à changer le monde par le haut, mais à modifier les choses par le bas en usant de la capillarité et du principe de contamination positive en chaîne. C'est le web. Ah oui. Non mais vous avez raison. Mais je sais bien. Mais oui, mais je veux dire simplement, c'est un instrument, et puis après il y a un usage de l'instrument. Voilà, on est donc d'accord. L'usage je suis pas contre le web, ça n'aurait aucun sens. Ce serait idiot. Contre l'électricité ou contre voilà. C'est un usage particulier. Et il y a une espèce d'usage aujourd'hui qui procède du ressentiment, de la haine. Il y a en France actuellement un climat de guerre civile. On est dans un climat de guerre civile. Tout à fait. On n'a pas le droit de dire des choses contre Freud sans passer tout de suite pour un antisémite. On a juste envie de dire, attendez, quand Freud parle de l'attention flottante et qu'on trouve que c'est déconnant comme concept... On peut le dire. Oui. Est-ce qu'on est antisémite si on dit une chose pareille? Moi, je rêve qu'effectivement, sur le web, il y ait autre chose que du ressentiment, mais que ça fonctionne sur le terrain du forum, du débat, où on respecterait les gens, où on respecterait ce qui a été écrit. Et quand on parlait tout à l'heure de ce blog de jeunes, là, on me disait, mais ce sont des vrais lecteurs. Ce ne sont pas des gens qui ont des avis tout faits sur des individus dont ils n'auront pas lu les livres, simplement des gens qui lisent et qui, après, mais Michel font un Onfray, véritable commentaire. Ce ressentiment, cette rage, c'est aussi une rage de société. C'est-à-dire que on peut... Enfin, je veux dire, c'est presque la même. La colère de la rue, la colère sociale, la colère qui déborde, elle déborde aussi sur Internet. C'est logique. Ben vous avez raison, c'est vrai. Quand je disais effectivement on pourrait dire qu'on a le web qu'on mérite et qu'on mérite actuellement une société dans laquelle effectivement il y a cet esprit de guerre civile. Il y a cette haine de soi, il y a ce mépris de soi, il y a cette invitation à ne voir que ce qui est négatif, à s'exciter sur ce qui ne va pas. Et quand quelque chose va bien, il faut qu'on casse, qu'on détruise, qu'on salisse. C'est fatigant, quoi. Alors, on va voir si c'est de la haine ou pas. En tout cas, il y a des messages. Il y a une question de Septentrion, justement, par rapport à Internet. Est-ce que vous pourriez y publier des cours en ligne?
Oui, je pourrais. Oui, moi, quand j'ai démarré l'Université populaire il y a 10 ans, j'avais souhaité que mes interventions se fassent soient en ligne. On m'avait expliqué, je suis pas très doué d'un point de vue technique, mais qu'on n'avait pas les câbles qui permettaient ça, les mémoires qui permettaient ça, qu'on n'avait pas les moyens techniques de le faire, que les gens qui nous accueillaient ne pouvaient pas nous mettre une liaison. C'est pas faute d'avoir demandé. Moi, je l'ai demandé, ça ne s'est pas fait. Bon, puis il y a juste un moment où on arrête de penser dans ces termes-là. Il y a 20 personnes qui donnent des cours à l'Université populaire, et moi, je souhaiterais qu'on puisse être en ligne, et que des gens puissent, dans leur coin en Bretagne, à Dunkerque ou ailleurs, que les gens puissent assister au cours de l'Université populaire. Je serais preneur de ça. Bon, on m'avait expliqué il y a 10 ans que techniquement, c'était Maintenant, c'est facile. Oui, peut-être. Je pense que vraiment, ça poserait plus de problème. Hein. Le blog, votre blog, c'est pas vous qui le gérez. J'imagine il y a des gens autour de vous qui peuvent effectivement faire ce genre de choses et créer leur. Juste moi dans le livre, moi aussi je relève. Il y a plein de moments comme ça dans le bouquin. Vous dites l'Université populaire n'a pas le désir de constituer une brigade de fonctionnaires, mais celui de fonder une communauté d'amis. On est dans le réseau social à plein nez, quoi. Oui et non, parce que la communauté d'amis, on a des corps à corps, des rapports charnels, réels. C'est on ferait book. Non, je vous dis, il y a 20 personnes, c'est-à-dire que 20 personnes qui donnent un cours. Puis il y avait aussi ça dans le fait que j'ai renoncé, pour rebondir sur la question que vous posiez tout à l'heure, j'ai un peu renoncé aussi parce que l'an dernier, mes cours, par exemple, ont été podcastés à France Culture. Il y a eu 450 000 podcasts. Mais la relation, elle est très virtuelle. 1,5 million de gens qui podcastent, c'est très bien, on peut être très heureux de ça, sauf que le rapport direct, c'est pas la même chose. Le cours, les gens présents, l'atmosphère de la salle, ce qu'il y a un peu avant, pendant, après, des silences, toutes ces choses qui disparaissent. Mais il y a ça sur les réseaux sociaux, des silences, des engueulades. Non, mais dans le virtuel, hein, on est dans le mot, on n'a pas la... Vous savez que il y a des rencontres qui vont assez loin quand même et qui restent effectivement virtuelles. Oui, mais vous connaissez bien les malentendus qu'il y a sur le net de temps en temps, parce que les inflexions et qui existent dans les relations humaines bien sûr, directes. Vous avez raison, sauf que si vous voulez faire de l'humour, de l'ironie, si vous voulez être pince sans rire, c'est facile à l'oral. Par écrit, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une espèce en plus de ça, de facilité à dire qu'on déteste, qu'on a envie de casser la figure, qu'on veut, etc., etc. Des choses qu'on ne dit pas quand on est en face de quelqu'un, on le dit différemment. Il y a le regard, il y a le visage, il y a le corps, il y a la présence physique. Donc je suis pour une rematérialisation des relations et je pense que l'Université populaire est vraiment... Pardonnez-moi, mais je suis obligé de vous couper et d'anticiper sur une question, mais le libre arbitre n'existe pas. Un élan vital nous pousse à agir comme nous le faisons. L'abeille obéit à ce qu'il a fait être comme elle est. Vous venez de dire que finalement, vous écrivez ça sur les abeilles et finalement vous le déniez aux internautes d'être dans l'élan vital et dans l'agacement et de partir d'un coup. Je ne me le dénie pas, mais qu'on me permette de ne pas être d'accord, de ne pas avoir envie ou de trouver qu'on pourrait peut-être faire autrement. Ça, c'est extrait d'une configuration particulière, cette histoire des abeilles, sortie de son contexte, mais on peut vouloir faire un peu plus que l'abeille en soi. C'est aussi mon propos, sinon il n'y aurait pas d'université populaire. Il y a un cerveau reptilien, il y a un cortex. On est dans une civilisation aujourd'hui qui flatte le cerveau reptilien. L'Université populaire propose de flatter plutôt le cortex. Donc si effectivement on peut mettre un peu plus de cortex sur les réseaux et sur le net, je trouverais ça très bien, parce que c'est pas le net en soi qui est problématique, c'est l'esprit d'une civilisation. Voilà. C'est l'esprit d'une civilisation qui s'y trouve. La grande communauté des auditeurs de Déclic et des Claques sur Europe 1 a des questions pour vous, Lise. Elle n'a pas de questions. Non, ça réagit sur Internet, évidemment, forcément. Non, moi j'ai une question pour nous. C'est-à-dire que vous confondez le vecteur et les gens qui sont derrière, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. La confusion entre les deux, que finalement les menaces de mort existaient avant l'outil et que et juste on est peut-être plus au courant qu'elles existent qu'avant. C'est plus facile de dire des choses devant son clavier quand on n'a pas les gens en face de soi. À distance. Une espèce une lettre. Mais c'est la lettre anonyme, c'est le principe de la lettre anonyme. Si on avait la possibilité d'être retrouvé directement, ce serait très différent. Là, vous avez 36 pseudonymes, vous vous cachez, vous pouvez dire n'importe quoi, vous créez une adresse, vous supprimez l'adresse, vous balancez votre lettre anonyme et la lettre anonyme, elle vaut aussi lourd qu'éventuellement un dossier instruit en justice. Alors on se souvient que pendant la campagne présidentielle précédente, il y avait eu un événement qui avait été le débat dans Philomac entre Nicolas Sarkozy et vous, avec notamment une sortie de Nicolas Sarkozy qui était restée fameuse sur la pédophilie, mais c'est pas pour ça que je vous interroge là-dessus, c'est que hier soir, on a eu, dans le cadre de cet horrible fait divers des Chirolles, le passage de François Hollande sur les lieux de ce massacre épouvantable, et beaucoup de journalistes aujourd'hui font un rapprochement entre cette manière de procéder de François Hollande et
et la fameuse image de Nicolas Sarkozy avec le Karcher. Qu'est-ce que vous pensez, vous, avec votre regard et votre connaissance de ces questions, de ce rapprochement journalistique? Est-ce qu'il est exact ou totalement erroné? Ah, totalement exact. D'abord parce que quand on voit côte à côte les deux images, on voit bien le champ contre champ plongé. Enfin, tout est là. Vraiment, on a vraiment l'impression que dans l'inconscient de François Hollande, il est question de marquer à la culotte Sarkozy et puis d'expliquer partout Sarkozy a fait quelque chose que lui il fait exactement l'inverse. Donc on a vraiment l'impression qu'il saisit l'événement comme il est et puis qu'il s'adresse à cette dame qui, elle, on pourrait même imaginer que des directeurs de communication aient inventé cette dame à sa fenêtre. Ah, vous allez loin. Non, je dis on pourrait même. Ouais. C'est un conditionnel. Ouais. Tellement c'est un cas de figure, on dit extraordinaire. L'interpellation du candidat, bon là c'est l'interpellation du président de la République en l'occurrence, mais en gros pour que chacun puisse donner son programme. Et Hollande l'a bien compris. C'est-à-dire que quand vous voyez cette image, il saisit bien qu'il est dans la même configuration. Et il nous fait une petite leçon de catéchisme social-démocrate qu'il est là pour... Où il n'y a pas de Karcher, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de racaille. C'est le moment ou jamais. Moi je vais montrer qu'il n'y a pas de Karcher, qu'il n'y a pas de racaille avec moi. David. Camus pour les nuls. Vous nous expliquez ce qui s'est passé avec cette polémique Camus. Vous deviez être commissaire d'une exposition et vous avez fait un papier dans Le Monde pour dire « je ne serai pas commissaire de cette exposition ». On n'a rien compris parce que c'est un microcosme culturel et politique plus un microcosme local. Voilà, Camus pour les nuls et votre tribune pour dire « je n'y vais pas à cette exposition Camus ». Alors Marseille-Provence 2013 avait souhaité commémorer le 100e anniversaire de la naissance d'Albert Camus en 2013 et avait de manière, alors ça c'est subjectif, arbitraire, enfin on n'en sait rien, ils étaient arrivés sur Benjamin Stora en disant il sera le commissaire de l'exposition Albert Camus. Catherine Camus, fille du philosophe et ayant droit du philosophe, puisque Catherine Camus a un frère jumeau qui est empêché, on dira, puisqu'il est dans un hôpital psychiatrique, donc c'est elle qui décide de cette aventure et qui dit je veux bien travailler avec Benjamin Stora. Elle signe un contrat. Et l'aventure commence comme ça. Donc Benjamin Stora ne trouve pas que travailler avec Aix-en-Provence, ce soit travailler avec une mère fasciste, nazie, enfin comme on aura dit. À cette époque-là, personne ne trouvait anormal que Benjamin Stora puisse travailler avec la mairie d'Aix-en-Provence. Il se fait que par caprice, Catherine Camus a décidé qu'elle ne voulait plus travailler avec Benjamin Stora. Elle a fait savoir haut et clair, mais elle n'assume pas ce qu'elle a dit à plusieurs reprises, que Benjamin Stora aurait fait une exposition sur Camus et la guerre d'Algérie, qu'il aurait tiré son père vers le régionalisme, que son père était un philosophe à dimension universelle et qu'il n'y avait aucune raison que ce soit Benjamin Stora, qui par ailleurs n'avait pas travaillé, avait mal travaillé, etc. Et elle a décidé, Benjamin Stora ne sera plus commissaire de l'exposition. Deuxième acte. Troisième acte, je fais mon livre, donc l'Ordre libertaire, je viens à Aix-en-Provence, je fais une conférence, 350 places, il y a 800 personnes qui viennent, il y a des portes cassées, etc. La Provence titre, on ferait créer une émeute. C'était le titre. 2 ou 3 jours plus tard, Marseille-Provence Côte d'Azur, Marseille-Provence 2013 me sollicite en me disant, vous savez, il y a eu un projet Camus, le projet a été abandonné, accepteriez-vous de faire une exposition, d'être commissaire de l'exposition? Je me dis, pourquoi pas, ce serait l'occasion de montrer un Camus libertaire, et je dis ce qui serait bien en même temps, c'est qu'on ajoute un musée, puisque Catherine Camus souhaitait qu'il y ait un musée, elle me disait, mais ça c'est une espèce de monstre du Loch Ness, ça n'aboutira jamais, donc je dis, travaillons en ce sens. Je rentre chez moi le lendemain, mais la mairie a communiqué, donc Benjamin Stora était déjà au courant parce que c'était sur les ondes. Moi, j'ai appelé Benjamin Stora par correction et par courtoisie pour lui dire, écoutez, je vais accepter un commissariat. Il me dit, je sais bien, j'ai déjà entendu à la radio ce matin. Je dis, bon, on avait prévu normalement de ne pas en parler. Voilà, quoi. Lui n'a pas été content du tout. Il a politisé l'affaire en disant effectivement qu'on l'avait évincé pour des raisons de politique. Donc l'affaire, elle est devenue politique et on a dit Benjamin Stora était politiquement correct et il a été viré parce que le maire d'Aix-en-Provence est une maire de droite mais qui en même temps a dit du bien du Front National. Il y a derrière elle tous les gens de l'OAS, de l'Algérie française et des Pieds Noirs, c'est son électorat. Donc il y a une chasse aux sorcières et il a instrumentalisé tout ça. Il a instrumentalisé avec un article de 2 pages dans Libération de Boucher-Petersen qui nous fait savoir dans son blog que finalement il a un blog ami qui est celui de Benjamin Stora. Moi, j'ai fait savoir à Catherine Camus qui ne me soutenait pas que je ne pourrais pas continuer à m'en prendre plein la figure comme ça, des doubles pages, des insultes, etc. dans le net par ailleurs, et que je serais obligé, sur le net, que je serais obligé de faire savoir qu'effectivement c'est elle qui avait pris l'initiative de ne plus travailler avec Benjamin Stora et qui donnait de fausses raisons. Car j'ai vu le synopsis de Benjamin Stora qui était bon et qui n'était pas du tout ce que Catherine Camus disait. Mais comme Catherine Camus, il faut qu'on conclue là-dessus, mais en tout cas c'est pas. J'ai effectivement arrêté en disant puisque plus personne ne me soutient, que je suis traité de pédophile, de machin, etc.
les trucs habituels, j'ai dit j'arrête, je quitte le navire. Définitivement. Ah bah oui, bien sûr. Donc je pense que la chose n'a pas été encore dite, mais il y aura une exposition Camus, elle sera assurée par une espèce de comité scientifique qui fera ça probablement très bien. Allez, sujet mag. Des clics et des claques sur Europe 1. Nous sommes Dieu merci dans l'intimité et en dehors de toute diffusion. C'est Oriane qui a trouvé ce titre dont je suis incapable de dire qui est l'auteur. Et ça ressemble à du Nirvana. C'est du C'est quand même Pixies. pas compliqué. Bah, Et c'est Nicolas. C'est Non, mais Nicolas. ça va pas, non, de... Je suis confus. Bon, chacun Je me son roule tour. par terre. Where is my mind? C'est la question. Oui, ça j'avais compris. Mind Mail. David, My c'est Mind, donc une application. C'est une application qui lit dans pour vos une pensées. tablette célèbre et qui fonctionne de la façon suivante. Un logiciel écoute vos conversations, repère des mots-clés et dans ces conversations, ces mots-clés peuvent intéresser des annonceurs qui vont ensuite vous envoyer des publicités. Je vous donne un exemple. Allô Bérangère, Oui, David. comment vas-tu? Ça Est-ce va. qu'il fait beau? As-tu mis de la crème à bronzer? Et quelques semaines plus tard, je vais recevoir peut-être une publicité pour de la crème à bronzer. Vous imaginez les quiproquos que les conversations téléphoniques peuvent créer entre les intentions Oui, de parce que là- l'annonceur et la conversation d'origine. Ouais, puis en l'occurrence, c'est moi qui devrais recevoir la crème à bronzer, Oui. puisque c'est moi qui suis concerné. Mais les C'est deux, sûr. là, Mais moi, enfin, je, si, moi, je voilà. suis déjà bronzé. Voilà. Oui, ça c'est vrai aussi. Donc vous recevrez rien du tout. Je ne Enfin, crois pas que ça ce soit le cas. correspond à En ce tout cas, qu'il il y a veut. ce système de reconnaissance vocale qui est un peu effrayante, on va dire. Invasif, On va dire les c'est choses. invasif. On va- sur nos mails. Il suffit si on franchit un stade supplémentaire là quand même. Oui, hein. oui, c'est celui de la voix. Alors on est en ligne avec Dominique Desjeux. Bonsoir à vous. Sociologue de la consommation. C'est un cauchemar, on a raison de le penser, ou finalement c'est effectivement qu'une étape suivante? J'en sais rien. J'ai juste une remarque par rapport à l'exemple qui est donné. En tout cas, ça ne marcherait pas en Chine, parce qu'en Chine, où je vais très souvent faire des enquêtes, le critère de beauté, c'est d'avoir une peau plutôt blanche et non pas une peau bronzée. Mais c'est une parenthèse. Mais j'imagine précisément que l'application identifierait que nous sommes en Chine ou que David Abiker est à Paris Peut-être. avec sa belle vie. Il y a sûrement derrière ça un exploit technique. Je veux dire, les logiciels de reconnaissance vocale sont quand même pas connus pour leur plus grande efficacité. Est-ce qu'on est dans le Big Brother de toute façon? Depuis, en gros, les années 70, le marketing essaye de créer une espèce de Big Brother marketing. Et à chaque fois, j'allais dire, heureusement, c'est ni pour ni contre le marketing. C'est plutôt contre, dans le sens que parfois je trouve qu'il s'illusionne, mais c'est tout. À chaque fois, le marketing se heurte à un problème tout bête, et c'est encore plus vrai aujourd'hui depuis 4 ans, c'est que le pouvoir d'achat des consommateurs est aujourd'hui absolument étranglé par les dépenses contraintes et par le fait qu'ils n'ont plus d'argent, au moins 50% des Français. Donc ce qu'on pourra dire, c'est que ce logiciel de reconnaissance vocale, qui est en réalité, j'ai été voir sur Internet, en réalité, il est branché un peu sur Facebook et c'est des discussions entre copains. Et à l'origine, tel qu'il est présenté sur Internet, il est plutôt pour dire si on parle d'un restaurant, c'est l'exemple qui est donné, il y a une Google Maps qui apparaît ou un équivalent et on montre sur la carte à quel endroit est le restaurant. Et puis classiquement, autour, on va montrer quel est l'environnement du restaurant. Donc pour le moment, de ce que j'ai vu sur Internet, on n'est pas encore dans du Big Brother. De toute façon, on ne sera jamais dans du Big Brother pour une raison majeure. C'est que le Big Brother ne fonctionne que dans des systèmes très totalitaires, un vrai Big Brother, soit totalitaire parce qu'on est, comme en Afrique, où vous travaillez pendant 8 ans, dans des systèmes où la symbolique, la sorcellerie est une contrainte très forte, soit des systèmes policiers, comme on a eu en Union soviétique ou comme on a eu en Chine. Même aujourd'hui, la Chine n'est pas un système totalitaire, c'est un système autoritaire, mais il n'est pas totalitaire. Donc, quelque part, ça se discute, quand on regarde les effets de la publicité aujourd'hui, ils sont quand même assez limités au bout de la chaîne, vraiment en termes de réussite, puisqu'on dit que 80% des produits qu'on veut lancer, 80% sur 100, ils meurent. Il n'y en a que 20% qui marchent. Au bout d'un an, 80% ont disparu. Donc le danger Big Brother, on a le droit d'avoir peur. C'est même sain d'avoir peur. Mais le danger, il est quand même pas très réel. Et l'autre question que vous soulevez est qu'effectivement, le pouvoir d'achat ne suit pas. Je veux dire, à un moment, ça n'a plus d'intérêt. Je trouve. On est tellement sous contrainte aujourd'hui. Vous regardez. Alors c'est pareil, vous avez toujours, si vous prenez les 10, 20 ou 30% plus aisés, ils ont des capacités d'achat plus fortes. Mais dès que vous prenez entre les 10% et 30% plus faibles, c'est même pas la peine d'y penser, ils sont tous coincés entre les dépenses de logement, les dépenses de voiture, les dépenses d'électricité et même les dépenses numériques aujourd'hui. En moyenne, c'est 8% du pouvoir d'achat ou du budget familial et chez les plus pauvres, c'est 18%. C'est énorme.
Donc aujourd'hui, on risque pas et tout ce qu'on montre dans nos enquêtes anthropologiques sur le quotidien, c'est qu'il y a plutôt un développement aujourd'hui des pratiques, soit parallèles au système marchand, donc les gens vont faire les poubelles à la limite, il y en a qui le font, il y en a bien sûr qui le font aussi, ils vont faire le glanage dans les marchés de rue, ils vont aller à la fin du moment où... Ils ont plein de pratiques pour économiser, quoi. Merci beaucoup pour ces éclairages, Dominique Desjeux. Ça s'appelle donc MindMeld. Vous en ferez ce que vous voudrez. Allez. Rien. Europe 1. Des clics et des claques. Bérangère Bonte. Notre petit coup de fil pour finir à Romain Dessal. Bonsoir Romain. Bonsoir Bérangère. C'est quoi l'info qui claque ce soir dans votre newsletter Time to Sign Off? Ce soir, c'est un chiffre qui devrait nous faire méditer sur les apports de l'immigration. Alors, on vous écoute. J'espère que vous avez du biscuit parce que c'est un terrain un peu glissant, spécialement en ce moment. Mais j'en suis bien conscient, Bérangère, et c'est pour ça que je vais me contenter de citer une étude publiée aujourd'hui aux États-Unis et qui s'intéresse à l'origine des entrepreneurs américains. Oui. Et voilà ce que conclut l'étude. Un quart, 24,3% pour être précis, des startups technologiques américaines ont été fondées par un immigré. Et quand on regarde le cas précis du berceau des plus grandes startups américaines et mondiales de la techno et de l'Internet, à savoir la Silicon Valley, ce chiffre n'est plus d'un quart, mais de 43,9%, presque une sur deux. Tiens donc, bon, c'est vrai que chez Google par exemple, Serge, oui. Brin, voilà, est né à Moscou. Comme quoi. Bon, ça invite à réfléchir en tout cas. Merci Romain Dessal. Je connais personne qui écrirait aujourd'hui que l'immigration est une chance pour la France et je m'en désole. Peut-être dans Boulevard Voltaire ? Je suis pas sûr. Non, même pas. Bon, allez, fin de cette première partie des clics et des claques. Les garçons, merci beaucoup. Bah oui.